Et ben, bonjour à tous, bonjour Guillaume. Salut Marc. Merci de te rendre disponible là pour ce petit échange. C'est super précieux de pouvoir discuter avec des intégrateurs comme toi, avec beaucoup d'expérience, donc merci pour la dispo. Bah, moi, je te remercie déjà en retour de désacraliser un petit peu ce monde de bruit. Et oui, il faut bien, il faut bien. Mm. Et ben, il n'y a pas de On quoi, a écoute. beaucoup à dire pour chacun derrière ces retranchements et je pense qu'à travers tes vidéos, on en apprend davantage et ça fait du bien à toute la communauté de notre métier. Yes, yes. Ben, écoute, en tout cas, là, du coup, aujourd'hui, le thème enfin, sur lequel je propose qu'on discute, c'est tout ce qui est SCADA, et plus spécifiquement dans le secteur de l'eau. Où je sais que tu es assez présent avec pas mal d'expériences de télégestion, de supervision, hypervision, et puis vous faites aussi beaucoup d'innovation avec ton équipe d'EGI. Donc on va parler de tout ça plus d'un point de vue technique, hein, parce qu'il y a, comme tu as dit, il y a énormément de choses à dire, mais on va juste rester sur le volet technique du point de vue intégrateur. Mhm. Euh, donc déjà, si ça te va, peut-être pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter et puis présenter l'entreprise d'EGI? Pas de problème. Donc, je m'appelle Guillaume Jimenez. Je suis le créateur, fondateur de 2GI. 2GI a été créé en 2002, Hum, donc ça commence à faire un bail. bah oui. L'idée de, de la conception de l'ADN de 2GI à l'époque, c'était de créer une entité intégrateur, mais au niveau très expert, très poussé, autour du SCADA euh, Mhm, et, euh, et tout ce qui gravite autour du SCADA. Voilà. hum. Donc j'ai créé cette entité seule et aujourd'hui, ben voilà, 20 ans, voire 20 ans, un peu plus, de GI, c'est 13 collaborateurs, c'est une forte croissance ces dernières années. Alors, à savoir, pour un petit rappel, c'est que 2GI a été créé dans le métier de l'eau, c'est-à-dire que Hum. notre premier contrat, on va dire, euh, à fort impact de réponse et d'intégration, ça a été la Société des eaux de Marseille. Ok. Donc, le projet de la Société des eaux de Marseille est un peu le berceau de 2G. Et d'ailleurs, ils Euh, sont toujours votre client aujourd'hui? alors, bien évidemment, on est toujours et plus que jamais, puisqu'on Mmh est mh. complètement maintenant intégré à leur stratégie D'accord. euh, de, de, de maintenabilité de leur système. Alors, ça va un peu plus loin que le SCADA, Mmh mh. euh, mais on fait aussi la maintenance, on va jusqu'à l'astreinte. Mmh. Donc, voilà, gros partenaire maintenant OK. depuis plus de 20 ans. Voilà. Ça marche, ça marche. Et je pense que ce volet-là, expertise, chez tous les intégrateurs, qui connaissent 2GI, c'est vraiment quelque chose qui ressort, hein. Enfin, vous êtes une équipe plutôt, pointue. Alors, effectivement, l'ADN de 2GI est dans sa croissance, et c'est une particularité encore aujourd'hui, c'est de Mmh. rester, de maîtriser cette expertise, même dans la croissance, Mmh. de rester sur des projets à forte valeur ajoutée et d'avoir une forte compétence autour de notre métier et que de notre métier pour être focus et très performant, on va dire, agile Mmh. là-dessus et faire beaucoup de veille techno et qui nous permet d'être la pointe de l'épée des projets, entre guillemets, et Mmh pas mh. forcément l'intégrateur global souvent, Ouais. parce qu'on voilà, on marche que, entre guillemets, sur les plates-bandes de l'expertise Mmh. projet. Voilà, donc après là-dessus, c'est aujourd'hui notre croissance organique nous force à prendre de la consistance, on va dire, d'entreprise. Mmh Et le mh. gros challenge, c'est de garder cet ADN tout en grossissant Ouais. naturellement. C'est un vrai challenge et je pense que c'est bien que tu aies insisté pour que ça reste comme ça. Parce que c'est vrai que la croissance, parfois, ça peut C'est pas venir, facile, hein, c'est presque plus facile de faire de la technique que de mmh, maîtriser cet ADN-là. ouais. Mais en tout cas, c'est cet ADN-là qui perdurera dans tous les cas. OK, bah, écoute, du coup, de belles perspectives pour la suite. On va suivre ça, de près.
Et d'ailleurs, quand tu disais avec, le domaine de l'eau, du coup, vous avez construit, enfin démarré l'entreprise et construit l'expertise. Est-ce que toi, de ton point de vue, alors les 20 dernières années, tu as vu un peu comment ça a évolué? Enfin, quel est ton point de vue là sur la supervision, la SCADA dans le monde de l'eau en général? Est-ce qu'il y a un petit historique que tu peux nous raconter? Alors oui, effectivement, hein, là-dessus, la télégestion, parce que le SCADA dans le métier de l'eau, ça s'appelle une télégestion, hein, OK, c'est un vocabulaire il y a des termes dédiés, ouais. effectivement, voilà, mais c'est du SCADA, mais OK. appliqué à l'eau, ça s'appelle de la télégestion. Effectivement, en 20 ans, ça a évolué. Mmh, Ce qui a beaucoup évolué, c'est les moyens de communication. Parce ce qu'il faut savoir, c'est que dans le métier de l'eau, euh, on communique entre le système et les automates, mmh, souvent, voire tout le temps à distance, parce que les sites sont délocalisés géographiquement. mmh. Et donc, la problématique est de communiquer à distance. Et donc, effectivement, depuis 20 ans, ces moyens de communication ont évolué et ont fait évoluer les SCADA, la télégestion et la OK. data en général Mmh, liée au métier de l'eau. On va dire qu'à l'époque, il n'y avait que les lignes spécialisées, c'est-à-dire on appelle ça des LS, mmh. et le RTC pour communiquer avec des sites distants. Donc, il y avait OK. beaucoup de contraintes. Alors, le RTC, c'est ligne téléphonique commutée. Ouais. Mmh. À l'époque, il n'existait que ça. Et aujourd'hui, avec le GPRS, les APN, les fibres, etc., Mmh. donc ça s'est transformé. On a, on a beaucoup plus de facilité à communiquer avec des sites distants. Mmh Et mh. donc, forcément, ça a aussi apporté plein de fonctionnalités au niveau du SCADA de la télégestion. OK. Vraiment, ce qui Et est beaucoup changé dans la télégestion. ouais, l'aspect communication et alors j'imagine, bah, ça c'est une question entre parenthèses, mais on en parlera en détail, mais juste pour savoir, vu que tu parles de l'évolution, au moment où 2G a démarré, a fait de la télégestion en 2002, 2002, ouais. est-ce que du coup vous utilisiez des RTC? Est-ce que vous l'utilisez encore aujourd'hui? Alors, le RTC, effectivement, hein, c'est historique, hein, c'est comme ça. Alors, c'est une particularité très franco-française, le RTC, hein, voire Mmh, européenne tout juste. OK. Euh, et en fait, le RTC, dans la télégestion, a été solutionné par Lacroix Sofrel, qui a été Mmh, un des premiers à mettre en place des automates RTC avec les mmh contraintes que mh. ça a, hein, c'est-à-dire la communication, le rappel en cas de problème de ligne, etc., d'occupation, parce que le RTC, c'est du téléphone. C'est ça. Donc, c'est les premiers qui ont eu le vent en poupe, entre guillemets, pour installer des automates en RTC. Nous, à l'époque, bien évidemment, on s'est inscrit là-dedans parce que le projet de la Société des eaux de Marseille, qui Ouais. représente à peu près 800 sites à télégérer, Mmh. donc était en RTC. Donc, du coup, il a fallu trouver des solutions. Et à l'époque, euh, on a choisi Panorama, Mmh. édité par Codra. Mmh. Euh, et à l'époque, il n'existait pas de traducteur, on va dire, pour communiquer avec les automates D'accord. de la Frel en RTC. Et on a commencé à travailler avec le serveur OPC de PCWin, donc le Mmh. serveur OPC de la Croix-Sofrel. Et au fur et à mesure des années, Panorama a développé son serveur OPC télémétrie qui permet de communiquer en SMS, en RTC, etc. Et ça a donné déjà un premier souffle en termes de communication. Mais on est toujours, même actuellement, il y a encore des sites RTC, à OK. savoir que le RTC va disparaître de, de la roadmap de Orange Mmh. d'ici un an ou deux. Le RTC aura totalement disparu. D'accord. Donc, forte implication pour toutes ces régies dans le métier de Bah, l'eau pour trouver des alternatives au RTC. OK. Ouais, donc il y a une grosse vague de migration là qui doit être liée à ça en ce moment, Énorme. OK, je vois. Énorme. Bah, c'est intéressant d'avoir ce retour-là, tu vois, de quelqu'un qui a vu évoluer le domaine et du coup, bah, écoute, on va rentrer un peu dans des détails techniques, je pense qu'ils vont intéresser, tous nos collègues intégrateurs. En termes d'infrastructures, de données, aussi de gestion des projets avec les industriels, les régies d'eau, et d'assainissement.
Donc déjà sur l'infra, moi la première chose que je me demande en tant qu'intégrateur, c'est j'ai un domaine métier, donc là pour le coup c'est le domaine de l'eau. Comment est-ce que j'architecture mes serveurs pour faire de la télégestion? Est-ce qu'il y a des spécificités qui sont propres au domaine de l'eau? Alors, je vais revenir sur la communication. La partie la Mmh. plus délicate et complexe, entre guillemets, c'est la partie communication. C'est-à-dire OK. qu'aujourd'hui, si on prend un SCADA standard, on va communiquer, même historiquement en mode bus, directement avec un ou des automates. On va Mmh. dire que la communication, elle est temps réel, elle est locale, localisée, et donc on ne se pose pas trop de questions. Mmh. Par contre, dans la télégestion, les premières questions à se poser, c'est comment on fait pour communiquer avec tous ces sites distants. Et donc, du coup, il y a un layer, il y a une couche Mmh. de communication à mettre en place avant de parler de SCADA. Donc, en termes OK. d'architecture logicielle, Mmh. fonctionnelle, la première étape, c'est ça, c'est trouver le bon moyen de communiquer Mmh. avec les sites distants. Et surtout, et ça c'est important chez nous à 2GI, Mmh. c'est pérenniser cette couche-là. Parce qu'on OK. peut très bien démarrer un projet en faisant du RTC et en se disant que dans 1 an, 2 ans, 3 ans, il Ouais, va ça falloir qu'il doit évolue exact. naturellement vers du GPRS ou d'autres technos, sans forcément tout remettre en question. Et Mmh. donc, il y a aussi l'aspect pérennité en termes d'architecture à prévoir, à anticiper pour pas être OK. Sur cette couche, communication-là. mmh. OK et justement alors ça c'est intéressant ça cet aspect pérennité. Peut-être sans dévoiler des secrets trop sensibles, mais comment est-ce qu'on déploie une communication qui est sur des vieux systèmes et comment on se débrouille pour que ça reste quand même pérenne pour la suite? Alors, le maître mot, sans effectivement dévoiler tous les secrets, mais le maître mot, c'est la modularité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut des systèmes modulaires. OK. Dès lors où on arrive à concevoir, architecturer un système modulaire, on se Mmh. donne plus d'aise à l'évolutivité du système, la pérennité, etc. Parce que on considère qu'un module est interchangeable ou on peut l'annuler, le supprimer tout simplement. C'est Donc ça. l'idée en termes de pérennité, c'est ça, c'est la modularité. Mmh. Toujours penser quand on fait l'architecture des systèmes à la modularité et OK. non pas à un système qui est monobloc, parce que Mmh. dès lors où on fait des architectures ou des softs, que ce soit hardware, software ou en termes réseau, Mmh. dès lors où on est monobloc, ben Bah, ouais. on va tôt ou On se tard on se payer tire une l'addition. balle, bah, Ben oui, c'est clair. Je pense que ça donc voilà, milite le pour, maître mot, c'est la modularité. OK. Bah, cette modularité-là, je pense, enfin, pour des industriels qui nous écouteront, ça milite aussi pour, en fait, prendre le temps de bien choisir son système. C'est-à-dire, si l'intégrateur vous propose quelque chose qui est monobloc, comme tu dis, où on ne pourra pas découpler la partie communication de la partie applicative, mais dans Exactement. 20 ans, vous êtes sûr que vous allez devoir remplacer tout le système, Même quoi. avant, même avant, les technos évoluent tellement vite Bah, oui. que en l'espace de 2, 3 ans, on peut déjà commencer à payer l'addition. Mmh. OK, OK, OK. Après, tu parlais des choix, des technos. Mmh, Ce qui est intéressant aussi, c'est que alors, nous, notre forte valeur ajoutée, c'est de proposer un système complet, mmh, c'est-à-dire de garantir, forfaitiser notre prestation, de l'acquisition jusqu'à la consolidation de la data. mmh. Et le choix système est très important. Est très Ouais, oui. important pourquoi? Parce qu'il doit correspondre à une culture du client, c'est-à-dire que Mmh. le client dit ben, moi je veux un système avec telle pérennité, telle contrainte de cyber, de déploiement, de coûts, de modèle économique, enfin, tout ce que peut imaginer Mmh le mh. client. Et le but de l'intégrateur, et en tout cas le nôtre, c'est de proposer le système le plus adapté par rapport à Mmh. toutes ces contraintes-là. Et pas OK. forcément celui qui a le plus gros stand au salon ou celui-là qui a la plus belle pub. Non, mais je dis ça Mmh. parce que c'est du vécu. Bah, ouais, c'est du vécu et c'est bien de le rappeler et justement alors si tu prends en compte toutes ces contraintes-là de cybersécurité, quelque chose de stable, qui est modulaire comme tu as dit et qui puisse correspondre à la culture du client, est-ce que toi avec 2GI, vous avez identifié des systèmes dont tu peux nous parler là? Alors, pour rester toujours dans la télégestion, hein, dans le monde de Oui. l'eau, Mmh. aujourd'hui, de toute façon, en France, déjà, on essaye toujours, quand on fait une étude vis-à-vis d'un client,
de ne pas discuter produit en premier. La OK. première chose qu'il faut identifier, c'est la Le culture besoin. du client, dans quelle position il est, quel métier il fait concrètement, quel besoin il a, quelle stratégie il a, et tout ça, que ce soit en termes d'exploitation, c'est-à-dire d'utilisation du système, ou que ce soit en termes d'infrastructure. Voilà, il faut connaître sa position. Ensuite, une fois qu'on a dit ça, on vient piocher dans notre boîte à outils, dire voilà, quel est le produit qui est le plus adapté aux spécificités et aux contraintes du client, ou quels sont les produits les plus adaptés, modularité, pour pouvoir justement apporter la solution la plus agile et performante par rapport aux besoins du client. Et OK. donc, il n'y a pas de produit magique. Il Oui, n'y a pas de produit où on dit ben, on le met dans tous les cas et ça marchera dans tous les cas. Ça oui. serait trop facile et puis on n'aurait peut-être pas d'existence d'ailleurs. Mmh. Mais du coup, non, ce qu'il faut, c'est voilà, il y a une grosse partie de culture déjà, Ouais. ce OK. métier-là. Et ensuite, il y a la partie produit, que ça soit hard ou soft, à mettre en avant. C'est ça. Après, une fois que j'ai dit ça, de toute façon, en France, il n'y a pas 50 produits Oui. Scala. Donc, on part de Aveva, PCVu, Topcapi, Panorama et Ignition. Mmh. Voilà, en gros, avec les 5, on a quand même fait le tour de la question. Alors là, je parle vraiment que de la partie télégestion Mmh. pure. Après, en termes de maîtrise de la data, il y a d'autres sujets, d'autres softs, bien Mmh. évidemment, ou d'autres architectures qui viennent, on va dire, se greffer au SCADA pour Mmh. donner plus de valorisation à la data. C'est Voilà. ça. Parce OK, que moi, je OK. dissocie bien le SCADA de la data. Pour Mmh. moi, le SCADA, c'est une fonctionnalité dans un Oui. système. Bah, modularité, hein, comme tu as dit. Exactement. OK, Exactement. OK. Alors, une fois que tu as expliqué un peu de ça, donc si je regarde un peu, on a, allez, notre communication qui est en place, on voit à peu près le besoin du client, on a fait l'architecture, on propose. Est-ce que dans la proposition, avec 2GI, vous utilisez souvent, tout ce qui est virtualisation, redondance, enfin, ces notions qui sont Alors là, utilisées par ailleurs? Est-ce que dans chacun l'eau, école, on a des petits clients, c'est pas péjoratif, mais on a des petites régies mmh, qui ont des moyens forcément limités. mmh, Donc forcément, on va pas pouvoir installer une infrastructure à grande échelle. Mais pour autant, aujourd'hui, on, on insiste, on va dire, toujours à passer le cap de la virtualisation, mmh, soit sur ESX ou de la virtualisation propriétaire, mais on insiste à mettre de la virtualisation. Pourquoi? Parce mmh. qu'aujourd'hui, les systèmes ne sont pas beaucoup plus chers virtualisés par Oui, rapport à avant où bon, ben, ça coûtait trop cher en achat, en maintenabilité, versionning, etc., la virtualisation. Donc mmh, aujourd'hui, ça devient accessible, ça devient facile à avoir un serveur avec une virtualisation, que ça soit très simple comme de la VirtualBox, par exemple, voilà, on va dire le cas mmh. simple, Ou VMware ou mmh, jusqu'à de l'ESX, VMware ou autre chose. Mais voilà, il faut passer ce cap-là aujourd'hui. Il faut plus, il faut arrêter. Voilà, pardon. Il faut arrêter de faire des systèmes là aussi monobloc ouais. directement dans l'OS source, enfin, de base du Mmh, serveur, mmh, etc. Voilà, faut élever un peu à travers de la virtualisation. mmh. Ouais, c'est sûr que l'avantage de la virtualisation, enfin, un des avantages, c'est que, ben, en termes de maintenabilité, on est beaucoup plus résilient, quoi, plutôt que d'aller Alors, devoir changer un hardware quelque part. alors, il y a la maintenabilité, bien évidemment, mais il y a aussi la cyber. Oui, C'est-à-dire que si demain on se fait attaquer et le serveur est HS, du coup, c'est quand même plus simple de reconstruire, enfin, de remonter une VM que de exact, réinstaller tout un système. Donc, la cyber, c'est un sujet dont on va parler tout à l'heure, mais justement. aujourd'hui, on doit mettre le grain de cyber dans tous les choix, Mmh, de l'acquisition jusqu'à la consolidation de la data. La cyber doit exister, coexister, et, mmh. euh, et c'est un sujet, on va en parler tout à l'heure, certainement. Bah, tu fais très bien la transition. Là, on peut en parler maintenant, justement, cet aspect cyber.
La question qui se pose souvent, moi, quand je vois chez les projets industriels, c'est qui doit gérer la partie cyber? Parce qu'en général, le client va dire, ben, on a des équipes internes, l'intégrateur peut dire aussi, ben, on sait le faire ou on ne sait pas le faire. Pour toi, enfin, déjà, il faut mettre en place des certificats, gérer des DMZ, des APN. C'est qui la personne la mieux placée, en fait? Et pareil dans le secteur de l'eau. Alors, le sujet OT IT existe aussi dans la télégestion, dans le monde de l'eau. Mmh. Euh, quand on arrive dans des infrastructures comme la SEM, par exemple, qui a une DSI, Mmh. donc forcément, il maîtrise ce sujet-là. SEM, c'est Euh, Société des eaux de Marseille, hein, c'est ça? Pardon, oui, Société des Allez. eaux de Marseille. Donc, du coup, dans ce modèle-là, nous, on doit être on doit intégrer leurs contraintes, leurs procédures de cybersécurité parce que c'est leur métier, c'est de Mmh. l'informatique à la base, et nous, on Mmh. doit s'inscrire là-dedans. Par contre, ce que généralement, euh, là où c'est difficile, Mmh. c'est que les langages, au sens euh, compréhension, expertise des métiers de l'informatique IT et Oui. des métiers de l'informatique OT, souvent ça diverge, il y a un peu de l'incompréhension. Mmh. L'OT, c'est pas forcément du temps réel, l'IT, c'est fortement du temps réel. Ouais. Donc il y a pas mal de conceptions informatiques qui sont différentes, et la cybersécurité en est une. Et donc, là où c'est important, c'est d'avoir cette compréhension, cette expertise pour pouvoir communiquer Mmh. facilement avec ces DSI. Et c'est souvent des points clés, en tout cas pour nous, parce qu'on on se comprend. On est des informaticiens et Mmh. on comprend les stratégies de ces boîtes-là, et on sait mettre le doigt où c'est important, la bonne fonctionnalité, le bon SSL, la justification du bon cryptage au bon endroit. Mmh. Et donc ça fluidifie la compréhension générale du projet, et c'est Mmh. une de nos valeurs ajoutées aussi, et c'est hyper important. Donc ça, OK. c'est pour les gros clients, on va dire, qui ont déjà une DSI, qui sont déjà armés, on va dire. Ouais. Par contre, il y a les petits clients qui ont, eux, pas forcément de conseils, ou ils ont une vision D'équipe, limitée vis-à-vis de la cyber, et qui veulent leur supervision sur le web. mmh. Donc, du coup, voilà, entre les deux, il y a un monde. Il y a un monde. Nous, on apporte des solutions un peu clés en main, avec un serveur, de la virtualisation, de la sécurité. On a un système réseau qui permet de faire alors qu'on a customisé nous, là on est sur du réseau, hein, qui permet de prévenir des attaques, etc., et d'être à jour aussi, parce que tous ces systèmes de pare-feu ou autres, ben, il faut aussi les mettre à jour. Il y a des vulnérabilités. Il faut aussi voilà, faire attention à ça. Et donc voilà, nous, on est capable de proposer un système virtualisé, sécurisé, et pourtant, exposer la supervision sur le web, c'est important. Alors, en Mmh. termes de cyber, il y a aussi un sujet qui est très important, c'est la communication vers les sites. Parce que en télégestion, on communique avec des sites distants. Donc, Oui. forcément, il y a la distance, et il y a des points d'entrée, on va dire, Mmh. dans les deux sens. Et donc, ce n'est pas que l'utilisation de la supervision qui doit être cybersécurisée. Il y a aussi le moyen de communication. Par exemple, si on passe à Mmh. travers du GSM, du GPRS ou autre, attention, il faut aussi mettre les moyens en termes de sécurisation entre les deux. Donc, Mmh. ça passe à travers des VPN, des APN. Mmh. Et ça, c'est très important. La Croix-Sofrel l'a très bien compris. D'ailleurs, ils ont développé maintenant depuis quelques années leur écosystème VPN, OK. justement pour prévenir de toutes ces contraintes de cyber. Voilà. Mmh. Et c'est OK. très important. Voilà. Beh, justement, quand tu disais qu'il y avait près de 800 sites à administrer et qu'il y a des châteaux d'eau un peu partout, enfin, il y a déjà beaucoup de communication à sécuriser là, pour le coup, Oui, oui, c'est énorme. Alors, il y a la sécurité informatique, il y a la sécurité physique aussi. Mmh. C'est-à-dire que l'existant, ben, il n'y a personne dedans, hein, donc il faut aussi faire attention qu'il n'y ait pas une intrusion, quelqu'un C'est ça. qui rentre dans l'automate, qui puisse à travers l'automate accéder au réseau qui est ensuite interconnecté aux centrales, etc. Mmh. La cyber, c'est un sujet, surtout dans le métier de l'eau, où l'eau, Bah, oui. on comprend que ça va être
C'est une vital. problématique future. Donc, c'est un enjeu majeur. Mmh, c'est clair et ouais, c'est intéressant et je reviens sur ce que tu disais pour gérer la cybersécurité, pouvoir communiquer, par exemple, avec les équipes DSI d'un gros client. Comme tu as dit, là, l'expertise est hyper importante pour fluidifier la discussion, quoi. Mmh. Oui. Si je suis intégrateur et que je n'ai pas de notion cyber, c'est très difficile, déjà de comprendre l'exigence que me pose la DSI en face, mais de leur Exact. demander aussi des choses et de leur faire comprendre l'intérêt, quoi, donc C'est 2 mondes différents. Alors, on parle d'informatique, les 2 travaillent avec un clavier, une souris, un écran, mais c'est vraiment 2 cultures différentes et mmh, 2 mondes différents. c'est clair. Alors, historiquement, ceux qui font le SCADA, viennent de l'automatisme. C'est Oui. l'histoire qui veut ça. Mmh. Sauf que là, on a une rupture de compétences, Mmh. informatiques et pourtant il faut rattraper ça parce que c'est aujourd'hui, il suffit pas de dire, on a le tampon de l'ANSSI ou on a le certificat truc pour dire c'est cybersécurisé. C'est pas Ouais. vrai du tout. La cybersécurité, c'est un ensemble, c'est une Mmh. conception, et pas que un produit qui est estampillé, quoi. Mmh. Voilà. Ouais, il y a Et ça, c'est l'intégrateur au important. milieu, les gens C'est ça. qui l'administrent, bah, oui. Mmh. Exactement. Il faut considérer aussi les attaques, les menaces, Mmh. comme, et les systèmes comme, vulnérables. C'est-à-dire que de système qui n'est pas vulnérable, ça n'existe pas. Oui, L'attaque, l'indisponibilité en cas d'attaque, c'est juste une question de temps, en fait, dans la vision, dans la perception de la cybersécurité c'est ça. et hormis de mettre les moyens pour éviter d'être vulnérable, il faut aussi mettre les moyens au rétablissement en cas de blackout. Mmh mh. Et c'est deux sujets différents parce que, enfin, c'est lié, mais c'est différent. On ne peut pas concevoir un système 100% étanche. Aujourd'hui, quand on voit qu'il se fait attaquer, on se rend compte qu'avec les Beh, meilleurs ouais, moyens du monde, il y a surtout toujours que une les faille. pourcentages pour arriver à 100% auraient des prix démesurés. Mmh. Donc, du coup, il faut considérer l'attaque, Mmh. c'est-à-dire le blackout, il faut le considérer et l'instruire dans les procédures de maintenance Mmh. et les procédures de rétablissement. Donc, il y C'est a clair. l'anticipation, la mise en œuvre pour éviter que, mais il y a aussi les moyens à mettre en place pour Pour le réagir. rétablissement en cas d'attaque. Et les Mmh. deux sont impératifs. Et souvent, euh, c'est difficile quand il y a des clients qui ne sont pas, on va dire, IT ou qui Oui. n'ont pas de leur dire vous allez vous faire attaquer tôt ou tard. Et ils ne comprennent pas. Eux, ils veulent pas être attaqués. Voilà. Ils disent combien ça coûte pour pas être attaqué. Bah, Mais il c'est n'y a ça. pas de personne ne peut répondre à ça. Mmh. Donc l'attaque fait partie de la maintenance du système et du système. Mmh. Ouais, c'est très bien résumé, et du coup, tout à l'heure, tu parlais aussi de serveurs ou de systèmes que tu mets à disposition de petits clients, qui n'ont pas les ressources pour ou l'infra pour. Heu, Ça veut dire que 2GI fait aussi de l'infogérance? Alors, on fait de l'infogérance on-premise, c'est-à-dire chez le client, OK. d'accord. Donc, en fait, on vient avec tout le système clé en main et on fait le système de télégestion chez le client Mmh. avec avec toute l'infrastructure, donc toute l'ossature réseau, la Mmh. sécurité réseau, l'APN, parce qu'on est fournisseur nous-mêmes de l'APN, on a Ah notre propre bien, APN de GI Technologies. très bien. Donc, on fournit aussi les cartes SIM, on fournit l'APN, on fournit donc l'infrastructure complète, le serveur, les virtualisations, les sécurités, les sauvegardes, etc. Mmh. Et bien évidemment, la disponibilité de la supervision. OK. Et on fournit ça on-premise et dans notre cloud, parce que 2GI a son propre cloud OK. à La Ciotat. On est dans un data center tier 4, donc c'est un niveau de certification de data center. À La Euh, Ciotat, tu dis? à La Ciotat, oui. OK. C'est qui l'hébergeur, si c'est pas indiscret? Et alors, c'était il n'y a pas longtemps, c'était. Alors maintenant, c'est O Intellicel. OK. Mmh mh. Voilà. Donc, on a notre propre matériel dans un data center, c'est-à-dire que notre matériel n'est pas mutualisé, c'est Ouais. vraiment le C'est nôtre. Et on propose à certains clients de mettre leur système de supervision chez nous. mmh. Et comme ça, ils bénéficient de l'environnement sécurisé, benchmarké, mutualisé de 2GI, avec le Mmh. propre investissement de 2GI. Mmh. Et puis après, ils utilisent la supervision à distance, etc.
Voilà. OK, Donc, on d'accord, fait les deux modèles. Les deux modèles. d'accord. Alors, notre hébergement ne sert pas que à héberger de la supervision, il sert Mmh. aussi à faire des calculs de data pour Mmh. des clients, pour valoriser de la data différemment. D'accord, OK. Ouais, c'est exploité de plusieurs manières, mais ouais, c'est intéressant que vous puissiez faire les 2, enfin proposer des infras sur ces 2 modes-là, et délivrer du service finalement, hein, donc pour les utilisateurs. Est-ce que, pour la partie enfin cloud, c'est quelque chose qui est beaucoup demandé ou c'est vous qui le proposez dans certains cas? Ouais, ça dépend de la culture du client. Ouais. Il y a des clients qui ont pas du tout envie d'avoir un serveur ou 2 chez eux, qui ont pas ouvert, enfin, ils ont pas envie, ils ont pas aussi la philosophie de dire: «Ah ben non, il faut tout chez nous parce que c'est important», enfin voilà. Mmh. Donc ils sont plus dans un modèle de dire: «Non, moi je veux acheter un service plutôt qu'une infrastructure». C'est ça. Voilà, Mmh. et donc ça dépend des cultures des clients, ça dépend des métiers aussi. Il y a des métiers qui Mmh. sont plus enclins à acheter un service par rapport à d'autres. Mmh. Mais voilà, donc nous, on a les deux solutions clés en main. Voilà, on force ni sur un ni sur l'autre. On la propose quand on pressent que le client est OK, plus ou moins dans une branche intellectuellement que l'autre. OK. Mais en termes de fonctionnalité, c'est pareil. Voilà, c'est vraiment dicté par le client. Mmh. Ouais, tu fais bien de dire qu'en termes de fonctionnalité, c'est pareil, parce que moi, parfois, ce que j'entends comme message, enfin, comme a priori, c'est que, tu vois, la notion de mobilité avec les interfaces web sur téléphone ou tablette, et bien, souvent, les gens, font ce raccourci-là de se dire: «Ben, si on veut de la mobilité, il faut que l'application soit en cloud», alors que pas nécessairement, en fait. Enfin, je sais pas ce que tu en penses? Non, non, pas nécessairement. Nous, les technos qu'on utilise dans notre propre data center, c'est des technos qu'on met aussi chez le client, on-premise. Mmh. Donc, on n'a pas de. Enfin, en termes de fonctionnalité, on travaille avec les mêmes softs, les mêmes hard, alors des échelles différentes, bien Mmh. évidemment. Mais bien évidemment, le responsive web design ou le web ou autre chose à travers le SCADA, Mmh. c'est le même, qu'on tape sur le point d'entrée web d'une entreprise C'est ou de ça. celui de cloud de Azure ou de GI. Mmh mh. On travaille sur les mêmes technos, c'est l'infra qui est différente. C'est ça. Et d'ailleurs, le fait d'avoir hébergé votre, enfin, service cloud à La Ciotat, donc en région PACA, est-ce que c'est un choix? Est-ce que parfois vous utilisez des clouds publics ou c'est vraiment que, du local? Alors, c'est un choix. Pourquoi? Parce Mmh. que on a besoin par rapport à la confidentialité que l'on a signée des données de nos clients, Mmh mh. heu, il est dit dans la confidentialité des données que les données doivent être stockées Mmh mh. sur du hardware propriétaire de 2G. Très bien. Mmh. Et donc pour pouvoir mettre en œuvre et respecter cette confidentialité, Mmh. on ne peut pas du coup utiliser le cloud public mutualisé, type, Mmh. Azure, Google ou autre chose. Mmh. Heu, donc du coup, on a notre propre infrastructure de serveurs Mmh. virtualisés, dockés et cetera, à La Ciotat, parce que s'il y a besoin d'intervenir, ben, c'est plus proche C'est de chez ça, nous, hein. exact. Voilà, voilà tout simplement, avec un data center tier 4, Mmh donc mh. avec une Ouais, c'est très classification bien au le minimum. tier 4, c'est rare, hein. Ah oui, oui, donc voilà, c'est important, hein. Alors le tier 4, entre le tier 3 et le tier 4 entre guillemets, c'est la redondance du lien internet, Mmh mh. qui est redondé, voilà. OK. Mais c'est un service, qui était pour nous indispensable pour répondre aux contraintes et aux besoins des clients. Non, mais enfin, c'est un peu comme je disais à l'introduction, c'est-à-dire, 2GI, vous êtes vraiment allés très loin dans la sécurisation et franchement, c'est tout à votre honneur, même sur l'aspect hébergement, donc tant mieux, Oui. OK. Alors, tu parlais beaucoup de data, donc on va en parler maintenant. Tout ce qui Mmh mh. est collecte, acquisition, stockage, traitement. Déjà en termes de collecte, au début, tu lui disais un petit peu tout ce que, la Croix Souffrel a mis en place. Est-ce qu'il y Mmh. a, à part Souffrel, il y a d'autres types d'équipements qu'on retrouve souvent dans le monde de l'eau? Oui, alors, aujourd'hui, comme les réseaux de communication se démocratisent, Mmh. on va dire qu'on pourrait presque faire du temps réel maintenant avec un réseau à distance, hein. À OK. l'époque, c'était pas Mmh. faisable parce que le RTC, bah, c'était du RTC, forcément, on pouvait pas faire de temps réel, on Mmh. faisait que du temps
différé, Mmh. avec les problématiques de redatage à la source, etc., parce que c'est des interrogations spontanées et pas à temps réel. Mmh. Mais maintenant, on va dire que l'acquisition peut être quasiment temps réel. Donc, du coup, ça ouvre la porte à mettre n'importe quel type d'automate Mmh. à distance. Alors, bien évidemment, il faut arrêter le mot de bus. Voilà, hein, il arrive un moment, il arrive un moment, faut Tu pas le arrêter, quoi. tu pas Voilà. le seul à dire ça d'ailleurs, mais Non, mais voilà, c'est vrai. aujourd'hui, il y a des super protocoles, qui est l'OPCUA, par exemple, qui Mmh. est un super protocole, et en termes de cyber aussi, qui est Ouais. super. Donc voilà, il faut commencer, je veux dire, on aurait dû commencer il y a longtemps, mais on va dire qu'il faut maintenant voilà, communiquer avec des équipements distants en Mmh. OPCUA. Et donc, du coup, ça ouvre la porte à plein d'autres équipements, pour la télégestion aussi. Mmh. Dès lors, on peut communiquer en OPCUA. Si on a de la fibre, de la DSL via un VPN ou un APN, on peut Ouais. maintenant faire du quasi temps réel, parce Mmh. que l'OPCUA embarque l'horodatage, embarque la qualité de la valeur, etc., ce que ne fait pas le mode bus. C'est ça. Donc, Et voilà, en donc plus ça en ouvre la porte OPC, à beaucoup de matériel. ouais, tous les matériels compatibles au PCUA. En plus, avec le PCUA, tu peux faire, du chiffrement, enfin, tu peux faire des certificats, il y a Exactement, oui, toutes oui, c'est ça. les mmh C'est mh. ça. Donc effectivement, voilà, aujourd'hui, il y a beaucoup de constructeurs qui mettent dans leur coupleur le PCUA. Bah, ouais. Donc, il faut foncer là-dedans. OK. Voilà. Après, d'autres technos, si on parle par exemple d'E1, Mmh qui mh. peuvent faire de la télégestion, on peut passer par leur cloud Mmh mh. directement. Donc, ça, c'est une solution qui marche plutôt bien. Mmh. Donc là, du coup, on fait un rebond via leur cloud. Mmh. Donc c'est sécurisé. C'est un lien VPN du coup qui passe par leur cloud et qui redescend? Alors en fait, la connexion entre l'E1 et leur cloud, c'est du VPN, Mmh mais mh. qui est complètement propriétaire à HMS? HMS. Voilà, je cherche le Mmh nom. mh. Et après, pour collecter la data, c'est du Web Services. OK. Donc de l'API REST pour collecter via leur cloud de la data. Donc c'est un mécanisme qui marche bien, Mmh. qui fait le job. Voilà, pour faire de la gestion, ça marche aussi. Euh, voilà, si le site distant est un peu plus costaud, on va dire, en termes de volume de data, Mmh mh. là, on va préconiser du edge, Oui. c'est-à-dire plus d'informatique au sens API, quoi, hein, qui est Mmh capable de mh. gérer beaucoup plus de données. Et Ouais. là, on va plus privilégier des protocoles comme du MQTT entre le Mmh mh. site distant et le central. Voilà, parce qu'il y a beaucoup plus de paquets, certainement plus de contraintes. En termes Mmh. de cyber, c'est costaud aussi. Voilà, donc voilà un peu OK. les démarches que l'on peut avoir là-dessus. D'accord. Très bien, très bien. Et toujours dans le secteur de l'eau, tu parlais beaucoup de temps réel. Pour toi, est-ce qu'il y a un seuil qui fait la différence entre du temps réel dans la gestion de l'eau et puis du temps différé? Alors, en fait, dans la télégestion, historiquement, dans l'ADN de la télégestion, on Mmh fait mh. du temps différé. Parce D'accord. que, parce que le site, il est distant, les sites sont distants, et donc on considère que tôt ou tard, il va y avoir une coupure. Mmh mh. D'accord? Donc, dès lors où il y a des coupures, si on fait du temps réel, on va se retrouver avec des courbes dans la supervision avec des trous. Oui. D'accord? Donc, du coup, on fait du temps différé parce qu'on estime qu'il y a des coupures. Donc, on a C'est instruit pris en dans la compte, télégestion le fait de faire du temps différé. Le mmh. temps différé a une particularité, c'est que en cas de coupure, il est capable de restituer des historiques horodatés à la source, le fameux Mmh mh. horodatage à la source, C'est est ça. capable de restituer des archives, est capable de restituer de la data, et donc de compléter ce qui s'est passé pendant une coupure. Voilà la grosse différence entre du temps réel et du temps différé. Et c'est une OK. notion très importante dans le métier de l'eau et de la télégestion. Mmh. Donc si on fait du temps différé, ce qui est souvent le cas dans la télégestion, il faut quand même prévoir un mécanisme qui permet de mettre à jour, enfin de stocker la donnée et ensuite de la mettre à jour, de la synchroniser au moment où on récupère le signal, c'est ça? Alors, les protocoles sont faits pour. Les protocoles OK. de télégestion sont faits pour. Par exemple, si on Mmh. parle du protocole de télégestion LACBUS, qui est proposé, alors c'est le protocole propriétaire à la Croix-Sofrel, C'est ça. qui est hérité du Softbus, parce qu'à l'époque, il y a 20 ans, ça s'appelait Softbus. Mmh Là, mh. c'est devenu LACBUS.
Donc, ce protocole-là, c'est un protocole qui transporte, en fait, au lieu de transporter que de la data, enfin, que de la valeur courante, entre guillemets, il est capable aussi de restituer, de transporter des piles de données. Et ces piles de données sont horodatées à la source. Et quand elles arrivent dans le système, le protocole, le système permet de les digérer. Donc, un code de coupure permet de restituer de la donnée. Bien. Et c'est fondamental à la télégestion. Ouais, ça, c'est des petits détails quand même qui comptent, hein. On a l'impression que tous les protocoles sont pareils, mais non. OK. Ah non, non, non. Ouais, d'où le fait que c'est vraiment spécifique à ce secteur-là de la Alors, le télégestion. MQTT, qui est un nouveau protocole, Oui. permet aussi de faire ces mécanismes de rétention. Mmh. Donc, ça marche très bien. OK, OK, OK. En termes réseau, du coup, donc là, tu as expliqué un petit peu, tout ce qui est, accès VPN ou bien, en passant par du réseau fibre ou enfin l'internet, classique des opérateurs. Est-ce qu'il y a d'autres manières de connecter les sites distants d'après toi? Alors oui, oui, oui. Alors il y a le LoRaWAN, par exemple, qui est un Mmh. réseau radio, on va dire national, qui peut être privé ou public, d'accord? Mmh. Donc qui sont aujourd'hui des moyens de mettre des capteurs, on va dire, très isolés, parce que Mmh. l'avantage du LoRaWAN, c'est que le modem qui permet d'envoyer la trame de la donnée, elle est low énergie, donc qui permet d'avoir des capteurs autonomes en Mmh. énergie et de pouvoir comme ça avoir de l'information, on va dire, plus cyclique Mmh. euh, dans la transmission, mais qui permet d'atteindre du captage d'informations physiques un peu Mmh. plus dispatchées dans la nature avec une bonne autonomie aujourd'hui. On trouve des capteurs aujourd'hui qui peuvent aller jusqu'à 10 ans d'autonomie. Ah oui, bien. Mais à savoir que dans ces technos-là, on est très lié au protocole, au support, pardon. Au support C'est-à-dire que radio. voilà, c'est de la radio, la couverture elle est plutôt bonne, mais on ne peut pas émettre en temps réel, par exemple. Ouais. On Mmh. émet généralement, c'est bien par exemple pour les compteurs de télérelève dans le métier de l'eau, Mmh. qui font du LoRaWAN, c'est des index de compteurs. Mmh. Donc une fois par jour, ça envoie la valeur de l'index, Mmh. puis ça fait le job. Voilà. C'est ça, c'est ça. Et est-ce que d'ailleurs en termes de compteurs qui communiquent par radio, donc là c'est du LoRaWAN, mais je crois que tout ce qui est compteur électrique, même pour le domestique, ça passe aussi par ces canaux-là, non? En automatique pour récupérer l'info? Alors oui, exactement. Alors, Mmh. si tu parles des Linky, ils font plus Oui. du courant porteur, je crois. Ah, courant porteur, OK. Mmh. Ouais. Après, il y a beaucoup de techno LoRaWAN hein, qui se déploient à droite à gauche. Par exemple, la dernière fois, j'ai vu comment dire, des régulateurs thermostatiques de chauffage OK. perso, hein, Mmh. qui étaient LoRaWAN. Hein, donc, en fait, OK, alors, nativement. voilà, je suis rentré un peu dans la techno, voir un peu comment ça fait. C'est du LoRaWAN, donc on Mmh. pourrait presque faire sa requête API REST pour aller voir la consigne, etc. Mais c'est du LoRaWAN. OK. C'est une techno qui déploie beaucoup, qui a ses contraintes, Mmh. mais complémentée à des grosses infras, ça fait le job. Surtout pour la télé-relève, ça fait Ouais. carrément le job. OK, OK, OK. Donc finalement, en termes réseau, aujourd'hui, on a vraiment toutes les options qui sont possibles, pour Ouais, connecter. ouais, ouais. Il y a les opérateurs réseau aussi qui commencent à faire des cartes SIM light, entre guillemets, Mmh. purement data. Donc OK. ça c'est aussi, ça va arriver. C'est pas encore assez consolidé industriellement parlant, mais ça Mmh. arrive fort, fort. Mmh. En gros, ça va permettre d'avoir directement des cartes électroniques, cartes SIM. Mmh. Voilà, il n'y aura plus de carte SIM, elle sera directement ancrée dans l'électronique et, Mmh. greffée naturellement à un réseau téléphonique C'est ça. GPRS et on pourra communiquer directement avec des modèles économiques différents de ce qu'on connaît aujourd'hui à travers des cartes SIM où on paye au Mmh. kilo de data et c'est, on va dire, pas forcément adapté dans toutes les situations. Ouais, beh, là, surtout que les volumétries de données commencent à être importantes, ça coûte peut-être un peu moins cher qu'à l'époque d'échanger les infos, par réseau, enfin téléphonique ou, opérateur. Donc c'est un modèle, c'est un business model qui va arriver de plus en plus. Exactement, oui, Hem, oui, ça se démocratise de plus en plus
Et puis de plus en plus, tu l'as très bien dit, la data, on en veut toujours plus. C'est-à-dire qu'avant, on allait capter juste le niveau d'un réservoir et juste savoir s'il était vide ou plein. Aujourd'hui, on veut la qualité de l'eau, on veut le niveau, on veut savoir si la température extérieure, on veut savoir un tas de choses parce que les capteurs permettent d'eux déjà. Et donc, on veut ces informations parce que les informations, c'est de l'or. Et donc, du coup, tout doit s'adapter derrière parce qu'il faut les transporter, les stocker, les consolider, etc. Ok. C'est des sujets, ouais. Non, mais c'est intéressant, hein. En plus, là, ce qui est bien, alors, encore une fois, merci d'avoir pris le temps pour cette interview-là, parce que je trouve qu'en général, quand on est sur des salons ou ce genre d'endroits où on n'a pas forcément le temps d'aller dans les détails, justement, c'est des choses qui échappent, alors que là, pour le coup, on peut vraiment creuser le sujet technique, donc ça, c'est pas mal. Et Il notamment manque que sur les ce. questions des auditeurs, mais sinon. Ouais, c'est ça. Ben, d'ailleurs, il faudra qu'ils réagissent suite à ça. Si vous souhaitez d'ailleurs contacter DGI ou Guillaume pour en savoir plus, je pense qu'on mettra tes contacts. Bon, sinon, sur mon site, à la page contact, j'ai rien à cacher, il y a mon numéro de téléphone, Ah ouais, pas de ah problème. oui, carrément. Ok. Très bien, très bien. Bon, ben ça marche. Alors, toujours sur la Après, donnée. on pourrait même faire une conf en temps réel pour répondre aux questions. Écoute, je note, je note. C'est vrai que s'il y a de l'interaction avec les gens sans Ouais, demandeur, ça vaut le coup. Parce bien que sûr. comme tu disais au début, c'est un sujet sur lequel il y a pas beaucoup d'infos de partager et là, pourtant c'est intéressant, tu vois? Même pour des gens qui s'intéressent au domaine ou qui veulent rallier là-dedans, de savoir un peu comment ça s'organise. OK. Alors tu parlais beaucoup tout à l'heure de la donnée que tu traites, enfin, pour différents usages, hein. Moi, il y a une question que j'avais, c'est, une fois qu'on a récupéré cette donnée-là, est-ce qu'il faut la pré-mâcher, la transformer, enfin faire des extrapolations, tout ça, avant de pouvoir l'utiliser? Parce que surtout si c'est du temps différé, comment on se débrouille, en fait? Alors, aujourd'hui, enfin, on va dire historiquement, le supervision, avec la data, on fait des alarmes. Mmh. Voilà. Dans le métier de la télégestion, on fait de l'astreinte, c'est-à-dire qu'une alarme appelle quelqu'un en heure ouvrée ou hors ouvrée. Mmh. On trace des courbes et on fait des bilans. Voilà. En OK. gros, dans la télégestion, la donnée, et on l'affiche sur les synoptiques, la donnée sert à ça. Et là, on est dans le scope fonctionnalité SCADA, Mmh. télégestion. Maintenant, de plus en plus, on cherche à corréler la data, à la consolider et à la valoriser différemment. Mmh. C'est-à-dire qu'on veut faire davantage parler de la data. D'autant plus qu'on a aujourd'hui un volume qui est de plus en plus conséquent. Donc, on va dire que pour un exploitant, euh, Mmh. le SCADA, ça suffit. Par contre, de plus en plus, il y a des décideurs, Mmh. directeurs, des directions, qui veulent avoir la data consolidée, c'est-à-dire pré-mâchée, Ouais. pour avoir des indicateurs simples euh, qui donnent une information intelligible, si je peux dire, Mmh. facilement. Parce qu'il y a tellement d'informations aujourd'hui dans le système du SCADA Mmh. qu'un directeur ou un responsable d'exploitation ou quoi, il n'a pas le temps d'aller voir dans la supervision pourquoi, comment ça se passe et tout, il y a tellement d'infos. Donc, du coup, il faut synthétiser ces données-là, il faut les consolider, Mmh. mâcher, comme tu as dit, et en faire des dashboards, des KPI qui valorisent et qui donnent un indicateur fiable et synthétisé de ce qui se passe sur site. Voilà. Mmh. Donc, OK. et ça, c'est notre métier. C'est Mmh. plus dans la BI, ce qu'on Mmh. appelle la BI, la Business Intelligence, où en fait, on sort un peu du métier du SCADA. Ouais, Alors, même si aujourd'hui, il y a des SCADA qui disent ben, nous, on sait le faire, parce que forcément, ils veulent ratisser large le business. mmh. Mais clairement, ce n'est pas le métier du SCADA. Eh oui. Faire ce type de mécanisme sur la data, Mmh. c'est comme si on voulait faire de l'IA avec du SCADA. C'est pas fait pour. Euh, Mais et d'ailleurs, aujourd'hui, tu as un métier qui s'appelle data scientist. C'est vraiment un métier à part, hein, de gérer la donnée. donc là, toujours pareil, c'est modularité. Et voilà, il faut rendre à César ce qui est à César. C'est-à-dire C'est qu'il ça. y a des limites. Et là, on touche la limite du SCADA, clairement. Donc, Mmh. du coup, il faut quand même pouvoir y répondre, hein. Nous, on y répond. Mais Mmh. on y répond plus avec des outils spécifiques, suivant les besoins.
d'agrégation de données, de reporting, OK. de calculs qui peuvent être faits avec différents algorithmes suivant les besoins, Mmh. que ce soit de l'IA ou de la prédiction ou autre chose. Et on consolide cette data-là pour ensuite l'afficher sur une page synthétisée pour l'utilisateur. Donc ça, Mmh. c'est une notion très importante qui est souvent difficile à aborder pour l'intégrateur Bah, ouais. parce que on touche un métier, là aussi, c'est comme tout à l'heure, la cyber avec les DSI, Mmh. on touche un métier, comme tu l'as dit très bien, data scientist, c'est un métier. Le Bah, data oui. scientist ne sait pas faire de SCADA et l'intégrateur, à la base, ne sait pas faire de SCADA, De data. de prévision, par exemple, sur un algorithme en Python, sur de la data. Mmh C'est mh. pas de la culture, quoi. Donc, du coup, là aussi, il y a deux mondes qui se rapprochent parce que le client, il le veut. Il nous dit, Mmh. moi, je veux ouvrir une vue, avoir trois indicateurs, rouge, bleu, orange, Mmh. et point. Donc, faire ça, c'est pas évident. Il ne suffit pas de faire une formule Ouais, où elle ou a une requête SQL, ça suffit pas. exactement. Donc, du coup, il y a de la consolidation de data, de la D'accord. valorisation de la data, Mmh. qui sont des gros mécanismes parce qu'il y a beaucoup de data. Mmh. Et ça, c'est primordial aussi. Mmh. Ouais, je pense que ça fait toute la différence, et justement, c'est bien de commencer à aller vers ce domaine-là, en intégrant cette compétence-là chez 2GI, et je pense que c'est ce qui va faire la différence. Aujourd'hui, il faut que des intégrateurs OT, comme tu as dit, ben, soient capables de commencer à aller vers des besoins IT, C'est mmh. difficile parce que, alors, nous, on a cette particularité où on est dans une niche. Par exemple, on ne fait pas d'automatisme, on ne fait pas d'électrotech, etc. Donc, ça Mmh. nous permet d'avoir cette culture très performante, très percutante avec les Ouais. DSI, les cyber, etc. Mmh. Nous, on s'instruit par le haut, vers le haut, entre guillemets. Et Mmh. donc, c'est ce qui vaut notre expertise et c'est ce qui fait que on peut pas faire de l'API, de programme automate, Mmh mh. on peut plus, parce qu'on est aspiré par le haut et C'est c'est ça. notre valeur ajoutée. Quand je parlais de valeur ajoutée, pourquoi 2GI, des fois, dans certains systèmes et pas d'autres, c'est que, voilà, c'est quand on veut toucher cette expertise-là, quoi. Mmh. Ouais, je pense que c'est positif d'être tiré comme ça vers le haut, et d'ailleurs, ça fait référence à une discussion que j'avais eue il y a pas longtemps. On se demandait: «Est-ce que c'est mieux d'être généraliste ou expert?» Ben là, pour le coup, là, c'est je pense qu'on voit avec ton entreprise et puis l'exemple de 2GI, tout l'intérêt d'être spécialiste. À un moment donné, on peut pas tout faire. Il faut se concentrer sur un truc et bien le faire, quoi. Exact. C'est Mmh. exactement ça. Par contre, ce qui est important, c'est d'avoir la culture. C'est-à-dire qu'il faut savoir ce que c'est un Mmh. automate, il faut savoir comment ça se programme, il faut savoir comment on communique avec, etc. OK. Même si on ne le fait pas, il faut avoir cette culture-là. Exactement. C'est Mmh. important. OK, OK, OK. Et puis peut-être pour finir sur la partie data, après on va regarder un peu, la suite. Mais, pour les bases de données qui stockent la donnée, vous utilisez quoi? Des bases relationnelles ou d'autres formats, genre time series ou autre? Alors, là-dessus, toujours pareil, ça va dépendre du client. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a des clients qui ont déjà leur infrastructure de cluster, de base de données, type SQL, Oracle ou autre chose, les grosses Mmh mh. machines. Voilà, ils disent, voilà, je vous donne un connecteur, vous y allez, Et tout rentre dedans. voilà. Donc, en gros, c'est une boîte noire pour nous, OK. hein. On en met, on fait des requêtes dedans et puis ça marche tout seul. Enfin, ça marche tout Mmh seul. mh. Il y a quelqu'un qui le fait marcher, mais Oui. nous concernant, c'est voilà. Par contre, là-dessus, toujours pareil, il faut savoir bien communiquer les prérequis. Mmh C'est-à-dire mh. que quelqu'un qui met une DSI qui vous met à disposition une base de données, il faut quand même expliquer les prérequis. C'est-à-dire qu'il faut comprendre ce que c'est une base de données pour Mmh mh. expliquer que les contraintes qu'il va y avoir liées au SCADA, parce que c'est beaucoup de données, le SCADA, Oui. et il y a beaucoup d'interactions avec la base de données aujourd'hui, surtout. Et donc, il faut une certaine fluidité. Et cette fluidité-là, avec le volume de données, ben c'est important. Donc, il est important de bien spécifier les préconisations qu'il faut liées au SCADA Mmh pour que mh. l'utilisateur, quand il trace une courbe, par exemple, il n'attende pas 30 secondes, quoi. En gros, c'est Oui. ça. Donc ça, c'est important. Donc, il faut Mmh. maîtriser les moteurs de base de données pour pouvoir spécifier les prérequis quand OK. on vous met à disposition une base de données. Les Mmh. prérequis, c'est quoi? La performance, le type de moteur de base de données, éventuellement de la segmentation de tables, Mmh. éventuellement de mettre en place des procédures stockées, des choses comme ça. Voilà. Mmh mh. OK. Après, on trouve deux moteurs de base de données. Donc,
bien évidemment schéma relationnel et time series. Mhm. Alors là-dessus, pour moi, il n'y a pas ou l'un ou l'autre par rapport au type d'infra. Il y Mhm. a et l'un et l'autre. Ok. Et c'est deux utilisations de la data complètement différentes. Pas beaucoup de systèmes SCADA proposent nativement les connecteurs et l'un et l'autre. Mhm. Alors, je vais vous annoncer un petit truc. Il y a MongoDB qui est sorti sur Ignition il n'y a pas longtemps. Ah, bien. Donc, Je vais aller regarder ça. voilà, à vos claviers et à vos souris. C'est une première, c'est bien. Parce que Mhm. le time series, enfin, le NoSQL, voilà, rapidement dit, c'est aussi de la pérennité, c'est aussi un gage de stockage de la data et c'est Mhm. important de mixer les deux pour l'usage différent de la data. Mhm. Ouais, dans le NoSQL et le time series, le gros avantage, c'est vraiment optimisé pour gérer tout ce qui est horodaté. Et Alors vu oui, exactement, hein, la grosse différence, c'est le fait que les données ne sont pas euh, il y a pas besoin. modifiables, entre guillemets. C'est ça. Donc du coup, on a accès, enfin le moteur permet de digérer beaucoup plus de volume de données. Mhm. Euh, mais par contre, voilà, on ne peut pas faire du formulaire avec. On peut, mais c'est pas fait Mhm. pour. Donc Ok. du coup, là, pour faire un formulaire, tout bête par exemple, on va utiliser de la base de données euh, Relationnel. relationnelle. Donc c'est le mix des deux qui fait la bonne Mhm. conception du projet. Et pas faire Ok. d'ambiguïté, pas se dire ah ben moi j'ai que du SQL, du MariaDB Mhm. par exemple. Ben, je vais tout mettre dedans, comme ça j'ai résolu mon problème, ça me coûtera Mhm. moins cher. C'est pas vrai, parce que là Mhm. aussi on le paye tôt ou tard. Quand on va se retrouver avec une base de données de 50 gigas, ben on s'en sort plus quoi. C'est clair, c'est clair. Et là, tu disais parfois les entreprises ou les industriels te posent une exigence d'utiliser leur base à eux. Si jamais on te donne vraiment, comment dire, champ libre de concevoir un système en partant d'une page blanche, comment est-ce que tu te débrouilles pour que cette donnée-là qui est stockée dans une base, alors soit relationnelle ou bien NoSQL, soit accessible pour des systèmes tiers, type, ERP, WMS, MES, s'ils ont besoin? Alors déjà, pas faire de connecteur direct, Ah, jamais. bien. OK. Donc, ce qu'il faut faire, ce qu'on fait nous, hein, chez Mmh. nos clients, les gros clients, quand on a diverses bases de données, on va dire, d'informatique, de SCADA, de Mmh. data purement process, on développe un layer, on a développé comme un data lake, Mmh. permet de collecter toutes les données SCADA, de process, et de les mettre à disposition vers le monde extérieur. Le monde extérieur, ERP, Power BI, d'autres systèmes X et Y, OK. et surtout pas directement sur les bases de données. C'est une erreur fondamentale en termes de cyber, de Mmh. performance et d'organisation structurelle au niveau du réseau. C'est juste à ne Mmh. pas faire. Donc, il faut créer ce layer-là, un data lake, qui partage les deux mondes et qui permet de faire le tampon et bien évidemment euh, euh, de pouvoir mixer les protocoles du coup. OK. Mmh. Ouais, c'est super intéressant. Ça, c'est je pense, c'est un conseil qui vaut plusieurs années d'expérience parce que avant de se rendre compte que c'est une erreur, je Ah pense oui, que j'ai vous hésité, avez à le dire, hein. ben oui, là, tu as donné quelque chose d'hyper précieux. J'espère que les gens vont entendre le message parce qu'en général, on va la tête baissée dans son truc qu'on a l'habitude de faire et on se dit pas: «Ben, comment ça va fonctionner dans 10, 15 ans?» OK. Et ce data layer là, est-ce que pour quelqu'un qui débute un intégrateur, tu penses que c'est compliqué à mettre en place ou finalement c'est accessible, Compliqué. ça Mais c'est demande un compliqué. peu, OK. Avoir beaucoup d'expérience. Alors, ce qu'il y a, c'est que il faut avoir l'expérience process côté SCADA. Il faut Ouais. aussi avoir l'expérience aussi côté IT, Mmh mh. parce que euh, on ne se rend pas compte comment on utilise un Power BI si on n'a jamais fait. On ne se rend pas compte d'un business object, on ne se rend pas compte comment ça fonctionne tant qu'on n'a jamais fait d'univers. Mmh. Euh, sur un SAP, on ne se rend pas compte comment ça marche tant qu'on n'a pas fait un jour Tout ce qui est ERP, une requête dessus. mmh. Donc, c'est là, c'est pas compliqué techniquement, mais Mmh c'est mh. compliqué dans la conception. Parce que là, pour le coup, il faut
concevoir un système qui allie les deux mondes, techniquement parlant, toujours dans la fiabilité, la cybersécurité, etc. C'est ça. Et qui soit fluide aussi et maintenable. Il ne suffit pas de faire un tank au milieu et qui n'arrive plus à bouger, quoi. Tu vois, donc Ben il oui. faut garder cette fluidité système, etc. Et pour que tous les deux mondes puissent interagir. C'est dans ça sa complexité. C'est pas après la technique, c'est pas compliqué la technique. Mais Ouais, c'est de comprendre. par contre, la conception, c'est compliqué. Bah, Mais et c'est puis pas avoir. abordable facilement, ouais. En tout cas, pour ceux qui se posent des questions, ben, je vais les inviter à contacter 2GI directement, hein, sur cet aspect gestion de la donnée. Nous, on fait que de ça, hein, aujourd'hui. Nous, on Mmh, travaille beaucoup pour des grosses sociétés, donc mmh. euh, La c'est des volumétrie, exigences ouais. qu'il faut faire tout le temps, c'est des contraintes tout le temps. Et quand nous, on présente ces types d'architecture-là, Mmh. on rallie tout le monde parce que l'IT nous comprend, l'OT nous comprend, et Ouais. donc voilà, on montre la valeur ajoutée de 2GI dans la conception de gros systèmes, quoi. Ouais, tout le monde voit l'intérêt directement d'avoir des connecteurs un peu partout et un système, fluide, qui ait pas de latence, dans l'échange de données, quoi. Exact. Et quand on OK. dit au RSSI, le RSSI, c'est le responsable sécurité, Sécurité. quand on lui dit votre système Power BI ne vient pas se connecter directement à la base, il est ravi. Ben oui. Il est ravi. Ça lui fait une contrainte en moins. Très bien, très bien. Bah, écoute, super intéressant, ouais, sur cette partie, gestion de la donnée là, dans la télégestion. Ce que je te propose peut-être pour terminer, on arrive bientôt à la fin, c'est de parler projet. Comment tu gères les projets en télégestion? Je sais que tu as quand même, mis en place toute une, méthodologie qui suit un peu le mode agile que tu proposes à tes clients industriels. Moi, j'ai une question par rapport à ça, parce que parfois, enfin, ce que je vois, hein, dans le milieu, c'est que les industriels ont souvent du mal à adhérer à ça. Pas plus tard que hier, je discutais avec un gros compte d'ailleurs, bon, je dirais pas le nom, mais je leur parlais de leur mode de projet et tout ça, et ils m'ont dit tout de suite: «Cycle en V» et on veut pas changer. Donc, comment tu fais, toi, pour les faire adhérer à un nouveau mode de gestion de projet? Alors, la problématique, c'est la confiance. Mmh. C'est-à-dire que souvent, il y a des clients qui sont frileux, ils sont peut-être au bout de leur investissement, ils veulent être sûrs que leur projet atteigne les bons objectifs, ils veulent être sûrs de leur CAPEX, ils veulent être sûrs de leur Mmh. investissement, leur RIO, etc. Mmh. Donc, ce type de client-là, généralement, il va arriver à dire, bon, mais moi, pour ce prix-là, je veux un truc forfaitaire, je veux pas t'entendre parler, je veux une réception aux petits Mmh. oignons. Et du coup, le client pense maîtriser du coup Le le cycle. sujet, le projet, Mmh. euh, et périmétrer son investissement parce que il va dire, je fais un cycle en B, comme ça, je suis sûr d'eux. OK. D'accord. Ça, c'est la première, c'est ce que tu racontes rapidement. Exact. Mmh. Mais il faut arriver à expliquer le client, je dis pas que c'est facile, Mmh. que en fait, son projet, il peut pas le maîtriser sur un papier en cahier des charges à 100. Mmh. Donc il faut dire qu'il y aura des aléas. Mmh. La problématique du cycle en V, c'est que les aléas se cumulent à la fin. D'accord? Et donc cette problématique-là fera en sorte qu'à la fin, tout le monde sera fatigué, Mmh. tout le monde sera stressé, la mise en service va devenir un enfer, Mmh. et personne ne sera content au final, et au final, vous allez vous battre sur des avenants. C'est fou D'accord? ça, mais c'est Voilà, tellement vrai. 20 ans. Hein. Ben ouais. Donc, du coup, le cycle en V, c'est ça. Donc, aujourd'hui, dans notre monde d'intégrateurs, Mmh. des aléas projets, il y en a tout le temps. On ne peut pas écrire noir sur blanc un cahier des charges 100% fiable. Ça n'existe pas. Il va y Mmh. avoir des aléas, il va y avoir des contraintes qu'on n'a pas vues, il va y avoir des sujets qu'on n'a pas anticipés, il va y avoir, etc. etc. Parce que c'est comme ça. C'est le monde de l'informatique qui veut ça. C'est Mmh. notre métier qui veut ça. On ne fait pas un métier facile techniquement C'est parlant. ça. Donc c'est comme ça. Donc, du coup, c'est dire au client, bon, par mon expérience, faites-moi confiance, Mmh. ou on va faire des revues, par exemple, si on veut amener ça en mode sprint, Mmh mh. euh, donc dire, ben voilà, on va découper votre cahier des charges en sprint, et on va faire un point d'avancement à chaque sprint, Mmh mh. et
les micro-ajustements, eh ben justement, seront micro tout au long du projet et du coup vont se perfuser plus facilement à C'est ça. l'échelle timing du projet et on est plus serein et voilà, on est en méthode plus agile, timesheet et OK. voilà. Et en plus, on Donc, divise le risque, à chaque fois, le client aussi a la flexibilité d'apporter des modifications sur son besoin. Enfin, exactement. c'est Voilà. mmh. Mais voilà, il faut l'expliquer. Alors, nous, à OK. 2GI, on n'a pas la problématique parce que le client qui Ils prend vous 2GI, suivent, il mmh. sait que ça va marcher. Il ne Beh, se c'est pose ça, pas de questions. en plus en Donc, télégestion, je pense que vous êtes une référence, donc la oui, confiance, elle est voilà. déjà établie. Nous, quand on arrive sur un projet, on dit bon, ben nous, on va travailler comme ça parce que ça. Le Mmh. client il est là. Bon, il est plutôt d'accord. Allons-y. C'est OK. Non, mais il est plutôt d'accord. Mais on a des arguments. On ne fait pas ça pour se faire Bien plaisir. sûr, On bien a des sûr. Mmh. arguments. Donc, mais bon, on est en maîtrise totale sur ce type d'organisation à 2J. Mmh. OK. Ouais, je pense qu'il va falloir que, nous, les intégrateurs, on pense, de plus en plus à le proposer plutôt que d'être un peu de subir un cahier des charges qui a été écrit peut-être par quelqu'un qui connaît pas le métier et que derrière ça crée des problèmes, comme tu as dit, en termes C'est d'avenant et tout ça. difficile parce que si tu prends un appel d'offres et que tu as un maître d'œuvre qui n'a pas les compétences jusqu'au Mmh. bout, euh, c'est difficile. Mmh. J'avoue que c'est difficile. Il y a une forme d'opposition naturelle là-dessus, toujours avec des contraintes, etc. C'est un peu C'est difficile. culturel aussi. C'est culturel, oui, c'est effectivement, le fournisseur, il faut le serrer comme un citron parce que sinon il va faire n'importe quoi, il va nous voler tout Mmh. notre argent. Donc Mmh. ça, c'est franco-français. C'est comme la relation employé-employeur. C'est dans Mmh. l'ADN français. Moi, je fais confiance avec mes collaborateurs, ça se passe super bien Ouais. et je les félicite tous d'ailleurs. Mais je force à ce que tout ce qui est ancré en France en termes de révolution Mmh. s'efface parce que c'est pas vrai tout le temps. Donc, C'est à ça. l'échelle d'un projet, c'est pareil. Les appels d'offres, c'est difficile. Alors, nous, on ne répond pas, hein, on ne fait pas d'appel d'offres, on ne répond pas aux Mmh. appels d'offres, sauf si c'est le client qui nous demande de le faire. Mais Mmh. sinon, on ne court pas derrière les appels d'offres parce que c'est difficile. Voilà. Mmh mh. Avoir, on peut pas, on peut pas et tu l'as très bien dit, justifier toute notre expertise ou mettre en avant toute notre expertise Mmh. parce qu'il y a une contrainte, il y a une ligne d'appel d'offres qui dit que, ah ouais, mais bon, il arrive un moment, il faut que ça marche. Quoi. C'est Donc, ça. c'est difficile, j'avoue. C'est très Non, mais je difficile. pense que c'est un choix et puis une approche, qu'il faut pouvoir assumer. Vous l'avez très bien fait, donc je pense que c'est possible et après derrière, comme tu as dit, il faut pouvoir créer une confiance qui fait que, dès que le client a un projet, il vous appelle directement plutôt que de passer par un appel d'offres, en fait. Oui, bah, c'est ça. Après, il faut allier confiance, il faut montrer que ce qu'on fait, c'est professionnel Mmh. et que quand un client met 1 € dans 2GI, il en a bien pour 1 €. C'est Voilà, ça, ça se construit, c'est l'expérience, c'est le relationnel, c'est l'expertise. Alors, exactement. forcément, pour un jeune intégrateur qui arrive sur le marché, c'est Ouais. difficile. Hein. C'est pour ça que je Mmh. dis que c'est difficile. Ouais. C'est clair. C'est intéressant et pour la partie alors, une fois que le projet est en place, il y a aussi toute la suite, c'est-à-dire, la maintenance, les évolutions, le support. Est-ce que vous avez un peu standardisé l'approche chez 2GI? Comment vous voyez les choses? Alors, comme on voit les choses, déjà, ça évolue. La culture client évolue parce qu'il y a, on va dire, 10 ans de ça, Mmh. les clients, la maintenance, le support, ça n'existait pas. C'est-à-dire, les Mmh. projets se finissaient, on fermait la porte, on signait le PV de réception et C'est ça. puis, en gros, voilà, c'était fini, salut. Mmh. Donc, donc ça change. Là aussi, c'est culturel chez les Mmh mh. clients. Il y en a qui, qui font ça naturellement maintenant, où OK. ben voilà, ils prévoient un CAPEX de maintenance, un coût fonctionnel, un coût de Mmh. fonctionnement des systèmes. Donc pour la maintenance des licences. Alors quand je parle licence, c'est licence CADA, mais c'est aussi licence des OS, licence des Les bases antivirus, de des données. Mmh. firewalls, licence des. Enfin voilà, aujourd'hui, il faut voir plus large que la licence du SCADA. Oui. Donc il y a toutes les licences, tout, parce que
quand on veut mettre à jour sa banque d'antivirus, par exemple, si la licence n'est pas à jour, on n'est plus à jour. Donc, il y a toutes les licences, et tout ça, c'est un coût de fonctionnement, on va dire. Qui est prévu au départ. Pardon? Qui est prévu au départ, du coup, avec ces clients-là. Voilà, donc nous, on explique que, voilà, après le client le veut pas, il prend ses responsabilités et puis il fait ce qu'il veut. Mais c'est fondamental aujourd'hui dans une maintenance de prévoir un coût de fonctionnement annuel. Voilà. Okay. Qui couvre les licences, etc. Après, il y a la maintenance, on va dire, applicative, corrective, et ça là-dessus, à mon sens, l'intégrateur qui a mis en place le système devrait le proposer de base. C'est-à-dire que ça soit naturel dans l'intellect de tout le monde qu'un système informatique, ça ne vit pas seul. Ouais, c'est pas figé dans le temps. C'est comme si on va chez Renault, on achète une voiture et puis on attend qu'elle meure. Non, on fait des révisions, on fait du préventif, on fait du correctif, il y a des rappels ou pas. Enfin bref, il y a une vie après l'achat, quoi. C'est ça. Ben, ça, pareil, c'est une culture, il faut le proposer, c'est à nous, intégrateurs, de le proposer si ça ne vient pas naturellement du client, et il faut expliquer pourquoi ça existe et qu'est-ce que ça couvre, parce qu'il y a un réel intérêt, c'est pas juste je dépense de l'argent tous les ans, non, il y a de l'intérêt à avoir un service après l'achat, après la livraison. Ouais, je pense que c'est là aussi ça fait la différence. Peut-être tu peux me dire, est-ce que tu as des clients pour qui tu as fait la maintenance, l'évolution du système et après qui t'ont recommandé des projets? Alors, oui, beaucoup. Ouais, Alors voilà, nous, donc je pense que c'est dans notre fonctionnement, bien évidemment, tout le cursus après projet est naturel. OK. Alors, donc je parle de la maintenance, des évolutions, etc., des projets ensuite. Alors savoir que nos clients sont plus des partenaires chez nous. On fait pas souvent un projet et puis ça s'arrête. Ouais, On a souvent des partenariats qui durent avec les clients, qui n'ont pas de limite. Donc du coup, on est happé par tout le système et la pérennité de tous les systèmes qu'on a mis en place chez les clients, etc. C'est notre façon de collaborer avec les clients. Et puis, on parle de la maintenance, mais nous, aujourd'hui, on fait même de l'astreinte pour certains systèmes. Ah ouais, OK. L'astreinte, c'est mobiliser une personne compétente hors heure ouvrée pour les systèmes de nos clients. Ouais, pour des infrastructures sensibles, par exemple, c'est bien de savoir qu'il y a quelqu'un au bout du fil qui peut Dans la dépanner. télégestion, toutes les infrastructures sont sensibles. Oui. Pour revenir au métier de l'eau, c'est très contraignant et très sensible, le métier de l'eau. D'accord. Et ça va de plus en plus être le cas. Et en proportion de l'équipe sur les astreintes, du coup, c'est combien de personnes, on va dire, chaque jour qui sont d'astreinte? À peu près, Alors hein? nous, dans notre roulement, on a 5 personnes d'astreinte. Ah ouais, quand même. Enfin, un roulement Mmh. d'astreinte, voilà. Très bien. Avec donc une personne d'astreinte toujours en permanence, avec un failover, si je peux Oui, dire. c'est Voilà. en cascade au cas où. Si à un moment donné, on a besoin de paralléliser. Non, mais c'est bien de prévoir ça et en plus ça renforce encore plus la confiance, comme tu as dit, auprès du client, enfin le partenariat avec les sites pour lesquels vous travaillez, donc ça c'est bien. OK, OK. Après, un système, une fois qu'on a mis de la redondance, hardware, software, etc., qui est censé fonctionner 100%, enfin avoir une ouais. disponibilité où sur le cahier des charges il y a marqué 100%, ne peut pas se faire sans maintenance, sans astreinte, sans. L'informatique, c'est pas de la magie, on le saurait. Même chez Apple, on a l'impression que ça marche bien, mais c'est pas de la magie. Il y a du monde derrière. Donc voilà. Donc c'est important d'expliquer aux clients que en fait, il faut bosser derrière pour que ça marche, quoi. Exactement. Il y aura Voilà. pas alors il y aura pas d'incidents tous les jours parce que l'infra, elle a quand même été Non. bien conçue, bien Et dimensionnée, de mais c'est l'anticiper, de important. faire du préventif, de faire de la veille techno, de mettre à jour, d'être sur le système de temps en temps. Déjà, tu C'est du couvres temps, hein. 80-90% des problèmes, tu anticipes 80-90% des problèmes, c'est énorme.
C'est clair. Eh ben, écoute, super gestion de projet du coup, avec DGI. Hem, Là, on est quasiment à la fin. Je sais pas si tu voulais qu'on revienne sur un des aspects techniques là avant qu'on clôture? Quelque Non, chose alors la qu'on aurait technique, oublié de je suis intarissable, donc je pourrais en parler sans fin, mais c'est ça. non, je trouvais l'entretien très bon. Les thèmes sont bien, Mmh, sont ciblés. Le but, c'est de parler à bâton rompu, hein, donc j'espère exactement. que ça a été vu comme ça. Ouais, Euh, ben, voilà, donc complètement. l'exercice est très bon. Effectivement, moi j'aime bien le challenge et la confrontation, donc j'aurais bien aimé avoir des questions, mais ça, je pense qu'on peut faire un petit truc. Enfin, Mmh. tu trouves certainement un On petit peut truc à faire Ouais, on pour pourra parler. organiser ça, c'est une très Ouais. bonne idée ça et je pense que Voilà. ça vaudra le coup de toute façon, c'est bien qu'il y ait des gens comme toi qui, tu vois, pas que, côté intégration, à avoir la tête dans les projets, mais aussi de temps en temps, ben, un peu prendre la hauteur et puis se dire: «Ben, qu'est-ce qu'on peut apporter, à la communauté d'intégrateurs? Comment est-ce qu'on peut faire changer aussi la vision du monde dans lequel on Ça manque. exerce?» Moi, je trouve que ça manque parce que Mmh, ce métier-là c'est un métier d'autiste, quoi. C'est-à-dire que on est tous autistes, on se voit jamais, on se parle pas, on se donne mmh, pas d'infos au cas où si on se fasse piquer, je sais pas quoi d'ailleurs. Et mmh, donc, c'est très hermétique, et je trouve ça très dommage. mmh. À l'ère Surtout où on que doit communiquer, à l'ère où on doit parler de communauté, etc. mmh, Mission le fait très bien. mmh. Nous, on est très mauvais là-dessus. Et je Bah, trouve que mauvais, c'est il y a pire, hein. oui, voilà, il y a toujours pire, mais bon, je veux dire, déjà, c'est l'initiative que toi tu prends, je trouve ça super. Voilà, Merci, ça, merci. ça délie un peu, ça démystifie un peu. On compare des SCADA, quoi, putain, mais moi, le mien il est comme ça, le Ah mien il est ça. mieux, le mien il est encore mieux, mais non, mais il n'a pas dit ça, il aurait dû, parce que le mien il est mieux. Ouais, ok, Bah, super, c'est vrai que mais pour la première, ça a généré pas mal de ça a fait parler, mais je pense que ça valait le coup et comme tu dis, voilà, faut sortir un petit peu de son côté un peu enfermé. Surtout qu'il y a un truc que j'entends souvent, c'est qu'en vrai, c'est pas le fait de savoir quelque chose qui va faire la différence chez un intégrateur, c'est l'application, c'est l'expertise. bien Donc sûr. en réalité, enfin, tout ce que tu as dit Non, là, mais il y a Philippe Stark qui disait, parce que Philippe Stark ne déposait pas ses œuvres, OK. voilà. Et un jour, il lui a dit, mais vous n'avez pas peur de vous faire voler vos conceptions? Il a Mmh, dit, ce que je vends, c'est mon état d'esprit, c'est mmh, ma valeur ajoutée. C'est mmh, l'objet, une fois qu'il est fait, il a dit, j'ai fini de travailler. Donc du coup, exactement. voilà, il a tout à fait raison. C'est que Mmh, le partage ne doit pas inquiéter. Si mmh. le partage il inquiète, c'est qu'on ne se sent pas à l'aise dans notre métier, quoi, en gros. Tu vois ce que je veux C'est dire? vrai, c'est vrai. Mmh C'est un peu mh. ça. Voilà. Non, mais Donc écoute, en tout nous, on est cas, tout à fait à l'aise, et moi, au contraire, si on pouvait créer un peu plus de cohésion entre les intégrateurs, les produits un peu plus naturellement, aider des nouveaux intégrateurs, des jeunes intégrateurs à mmh, travers la France, voilà, à mmh, travers peut-être des vidéos, des confs, des confrontations, des mini-réunions, enfin, je ne c'est sais pas ça. quoi, ça serait génial parce que finalement, du travail, il y en a pour tout le monde. C'est Pas besoin de s'accrocher comme ça mmh mh. à son client en se disant je vais me le faire piquer. Parce que si on pense ça, c'est qu'on a quelque chose qu'on fait mal. C'est clair. Bah, écoute, le message est passé, hein. On va inviter, au grand large et puis j'espère que, suite à toi et à d'autres aussi qui ont accepté de se prêter à l'exercice, d'autres suivront et qu'on va pouvoir même organiser, comme tu as dit, des échanges en direct ou avec d'interaction un peu plus. En tout cas, c'était super intéressant. Moi, j'ai appris beaucoup de choses avec, notre échange de un peu plus d'1 h 20, on va dire et puis, je remercie aussi, toute l'équipe d'EGI, hein, parce que tu es pas seul, il y a toute une équipe derrière qui permet de construire cette expertise-là. Vous pouvez rencontrer sur LinkedIn, ils sont tous présents, ils relaient, ils font des super posts, C'est ça. pas de souci. Ils sont très identifiables d'ailleurs avec le petit fond d'écran que tu as mis là pour, Exactement. c'est pas mal. OK, OK Guillaume, écoute, merci à toi encore pour ton temps, merci à l'entreprise d'EGI, toute l'équipe et puis on se retrouve, très bientôt du coup pour poursuivre la veille ensemble. Avec plaisir. Je te remercie, Marc. À Mmh. bientôt. À À bientôt tout le bientôt. monde. Au revoir.